Un café quelque part dans le nord de l'État de New York et une serveuse rémunérée 9 $ de l'heure. Jusque-là, rien d'étonnant, sauf que la jeune femme possède un diplôme de musique et de psychologie. 7 ans après les avoir obtenus, elle doit rembourser le prêt qu'elle a contracté pour financer ses études. C'est une arnaque. Vous allez à l'université, vous payez pour les livres et le quotidien. Vous vous retrouvez avec toute cette dette et ensuite c'est un coup de chance de trouver un emploi pour payer vos prêts étudiants. J'ai eu un boulot pendant 3 ans, mais je l'ai quitté juste avant l'effondrement de l'économie et j'ai travaillé dans la vente. J'ai 2 diplômes et de l'expérience et je n'arrive même pas à trouver un emploi dans une épicerie. Comme Amanda, ils sont des millions aux États-Unis à porter le fardeau de leurs prêts étudiants. Aujourd'hui, à l'échelle du pays, leur montant total a même dépassé celui des dettes sur carte de crédit pour atteindre 1000 milliards de dollars. Rachel a étudié dans la même université publique qu'Amanda à New Paltz et terminé l'an dernier ses études de commerce et d'histoire de l'art. Elle occupe 3 emplois à temps partiel, dont 2 de vendeuse où elle gagne à peine plus que le minimum salarial. C'est peu pour rembourser les banques. Ma mère me disait depuis toute petite que je devais aller à l'université parce qu'elle-même avait abandonné ses études pour s'occuper de mon frère et moi et se marier. Elle n'a pas eu le choix. On a vécu avec ma mère et mon frère avec 50 $ par mois pendant longtemps et c'était tout simplement horrible de devoir vivre dans ces conditions et de voir ma mère se battre. Et donc elle me répétait que je devais aller à l'université pour avoir un travail et subvenir à mes besoins et à ceux de la famille. Je n'avais que ça en tête parce que je pensais que si j'étudiais, j'aurais un emploi génial où je gagnerais beaucoup d'argent et que donc je pourrais rembourser les prêts que j'ai accumulés. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et je ne trouve aucun boulot. Aujourd'hui, on estime que la moitié des jeunes diplômés américains sont au chômage ou surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent, mais ils sont aussi étranglés par les dettes. Le montant moyen d'un prêt étudiant atteint en fin de cursus 25 000 $, mais cela peut aller jusqu'à 150 000 $. Il faut dire qu'ils payent pour une éducation qui est devenue un business juteux. Depuis 1985, le coût global des études a augmenté de 600%, sur un rythme plus soutenu que les frais de santé, le pétrole et les biens de consommation. Les universités publiques expliquent devoir compenser une baisse de leurs subventions, mais on les accuse aussi d'augmenter les droits d'inscription en sachant que les étudiants peuvent contracter des emprunts. Andrew Ross enseigne à l'université de New York à Manhattan. L'an dernier, il a contribué au lancement d'une campagne d'occupation contre la dette des étudiants. Un mouvement où des détenteurs de prêts souscrits pendant leurs études ont brûlé les relevés de leurs emprunts. Objectif, attirer l'attention sur les quelques 6 millions de débiteurs qui ne peuvent pas payer leur mensualité et même s'ils se déclarent en faillite personnelle, l'ardoise ne sera pas effacée. En matière d'éducation, je pense que l'une des choses les plus immorales, c'est que les étudiants aujourd'hui doivent s'endetter pour trouver un travail. C'est le principe même du contrat. On s'endette pour pouvoir travailler. Et si vous avez la chance de vous faire embaucher, ensuite une grosse partie de votre rémunération sert à payer les dettes que vous avez contractées pour vous préparer à votre premier emploi. Donc en gros, le secteur financier vous vole une partie de votre futur. Aujourd'hui, certains lancent une mise en garde. La bulle de la dette étudiante pourrait bien éclater comme avant-elle la crise des subprimes. En proie à la même folie que pour les crédits hypothécaires, les banques font souscrire des prêts excessifs et toxiques à des personnes qui ne pourront jamais rembourser. D'après ce PDG défenseur du libéralisme, la faute revient davantage au gouvernement fédéral qu'à Wall Street. Sous Clinton, la législation sur les prêts étudiants a été adoptée pour permettre à tous d'accéder à l'université, un plan qui a échoué selon lui.
Garantir des prêts à des étudiants pour qu'ils empruntent plus d'argent que ce qu'ils pourraient emprunter sans ces garanties, cela entraîne une augmentation des tarifs de la part des universités. Les étudiants s'adressent au gouvernement pour qu'il leur garantisse un montant plus important, pour qu'ils puissent payer des tarifs plus élevés. Et les universités augmentent encore leurs prix. C'est un cercle vicieux établi par le gouvernement. La véritable solution, c'est d'avoir un enseignement universitaire dont le coût est abordable et que le gouvernement ne s'en occupe plus. Tant que le gouvernement versera des subventions, les tarifs augmenteront. Dans l'immobilier, la santé ou l'éducation, si on veut faire baisser les prix, il faut évincer le gouvernement et libéraliser. Mais la libéralisation pourrait-elle être totale? Non, répond Larry Doyle, qui travaille dans le secteur financier depuis 25 ans. D'après lui, le gouvernement et Wall Street s'influencent l'un l'autre et leurs liens étroits ont causé la crise des subprimes et la bulle de la dette étudiante. Il estime qu'aucun candidat à la prochaine présidentielle n'est en mesure de la faire se dégonfler grâce à un nouveau sauvetage financier. Étant donné que notre déficit atteint 16 000 milliards de dollars, l'idée de sauver financièrement la population étudiante pourrait être mal perçue. Ça pourrait être mal perçu. Ce serait mal perçu. Vous avez emprunté de l'argent, vous avez accepté ces risques. Si vous êtes en mauvaise posture aujourd'hui, vous auriez dû y penser avant. Une fois qu'on a dit ça, c'est quand même un peu du racket. Peut-on dire qu'ils ont profité de jeunes tout juste âgés de 18 ans? Sans aucun doute. C'est ce qu'ils ont fait, sans aucun doute. Ils n'ont pas vérifié leur situation, les prêts qu'ils pouvaient déjà avoir. Ils ont simplement pris l'argent. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont vendu ce prêt et ils ne l'ont pas conservé. Ils l'ont vendu à Wall Street et ont transmis le risque à d'autres. Comme parmi les victimes de la crise des subprimes il y a 4 ans, le sentiment d'injustice grandit. À nouveau, ce sont les créanciers, les banques, qu'il s'agit de renflouer, comme de nombreux étudiants ne parviennent pas à les rembourser. 4 ans après l'élection d'un président qui avait suscité beaucoup d'espoir, la désillusion semble dominer au sein de cette génération endettée, comme on la surnomme aujourd'hui. Amanda, elle, met de côté ses pourboires pour combattre tout ce système. En anglais, on dit qu'il faut frapper l'homme quand on veut combattre la société patriarcale. Cela veut dire que l'on combat le système, l'injustice, ce genre de choses. Quand je dis frapper l'homme, je dis quoi? Que l'éducation publique devrait être gratuite. On n'aurait jamais dû me réclamer cet argent au départ. Les hommes politiques nous doivent mieux que ça. Je ne rembourse pas mes prêts étudiants. Premièrement parce que je ne pense pas que je devrais, et deuxièmement parce que je ne peux pas. Et donc ce n'est pas vraiment par choix, mais par obligation et par principe que je ne les rembourse pas. Quand je regarde ma situation, c'est affreux de le dire comme ça, mais j'ai ruiné ma vie en allant à l'université. C'est vraiment ça. De toute façon, j'aurais pu me débrouiller autrement. C'est juste que je regrette ça tous les jours. Je suppose que si je n'étais pas allée à l'université, je n'aurais pas rencontré mon petit ami et je n'aurais pas eu mon poste d'assistante de recherche que j'aime beaucoup. Mais tout cela ne vaut pas les 80 000 dollars que je dois rembourser. J'aurais probablement rencontré mon petit ami ailleurs, vous savez. Cela ne les vaut pas.